Swear. Oh my lord. Oh my lord, what's going on? Ouais, on n'a pas trop perdu en qualité. Hein. Non. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée avec Rust. Polydomso n'est pas là, il est en déplacement, n'est-ce pas Rust? Il est en déplacement. Ouais, on sait pas trop ce que ça veut dire, personne ne sait vraiment. En tout cas, il fait sûrement du sale. Bien, petit point avant de parler de John Jones et Israël Adesanya. Enfin, Ouais. deux petits points, mon cher Rust. Tout d'abord, on va parler de la soirée La Sueur. Oui, alors vous avez été très nombreux, ça franchement, ça fait plaisir à vous inscrire donc à la soirée qui va apparaître quelque part. Voilà, là, c'est toujours podcast@lasueur.com. Si vous voulez vous inscrire, alors pour l'instant, en fait, à la base, ce sera uniquement sur invitation, enfin sur les personnes qui seront inscrites via le lien. Et pour l'instant, les gens qui s'inscrivent via podcast@lasueur.com, qui envoient un mail, c'est comme si vous vous inscriviez, mais on a juste besoin de la confirmation par mail, parce que d'un point de vue sécurité, comme c'est une soirée de fight, et puis que ça s'est jamais fait, les gens veulent vraiment être assurés de la sécurité. Et comme tu as pu le voir, on a reçu énormément de demandes tout simplement. Donc on a dû changer de salle. Et là, ça prend un petit peu de temps parce que vous imaginez bien comment on va faire ça dans Paris, au centre de Paris, et qu'on veut bien évidemment vous proposer quelque chose qui va valoir le coup. Voilà, niveau organisation, les messieurs travaillent, n'est-ce pas mon cher Rust? Bah ouais. En fait, c'est ça le plus compliqué, la raison pour laquelle, parce qu'en fait, on reçoit tous vos mails et tous vos messages qui nous disent, mais les gars, c'est quand est-ce qu'on saura si ça se fait, pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas de lien, etc. En fait, on le reçoit et c'est juste que du coup, comme le nouveau lieu dans lequel on est là, avant validation à 100%, en fait, il y a quelques trucs qui doivent être revus. Pour l'instant, on en est encore là, c'est-à-dire que les mecs sont ultra chauds, mais il reste encore quelques détails pour la validation finale, en fait. Donc, de toute façon, l'avantage, c'est que comme maintenant on est, je ne sais pas combien on est, mais plus de 200 de toute façon, on a le poids du nombre derrière, donc ça va se faire. Mais voilà, c'est juste qu'on attend d'être à 100% au clair avec le nouveau lieu. Et de toute façon, donc envoyez vos messages si vous êtes intéressé à podcast@lasueur.com. Là, il y a déjà une réponse automatique qui est prévue. On vous explique déjà quelques informations. Et dès qu'on a le lien pour pouvoir s'inscrire et payer directement, on vous l'envoie. Et ensuite, ce sera bon. Et n'hésitez pas à l'envoyer surtout maintenant, parce que nous, ça nous permet de nous organiser au niveau de la salle notamment, parce que la première fois, on avait changé, parce que d'un point de vue capacité, c'était plus possible. Et comme c'est uniquement sur pré-inscription, sur pré-réservation, et que vous ne pourrez pas rentrer comme ça, je veux dire, si le 6 décembre, vous dites, tiens, j'ai envie d'aller à la soirée, et que vous ne vous êtes pas inscrit, ce sera très sûrement sold out. Et deux, si vous vous pointez devant la salle, vous ne pourrez pas rentrer, même si on a bien évidemment envie que vous participiez. Donc c'est vraiment important d'envoyer le mail à podcast@lasueur.com. Comme ça, nous, on s'organise bien. Voilà. Et puis c'est parti. Maintenant, on va pouvoir parler de John Bones Jones et Israël Adesanya. Ah oui, mon cher Rust, avant qu'on parle de tout ça, il y a une interview qui va arriver d'1 heure qui vient d'être montée. Alors en fait, on a déjà, alors pour ceux qui nous suivent un petit peu, ils savent qu'on interview des fighters, on interview de tous les sports, l'anglaise, le kickboxing, MMA, tout ça. Mais on a aussi une petite section qui nous tient particulièrement à cœur. On l'a pas encore baptisée, mais grosso modo, dans l'esprit, dans nos cœurs, c'est la section personne ultra stylée. Et là, la section personne ultra stylée, elle compte un nouvel arrivant. En la personne, on le dit ou pas qui c'est? Oui, on le dit. Oui. Si vous êtes là au podcast La Sueur, vous le méritez quelque part. Donc la personne, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de Philippe B, alias Hatton. C'est un ancien du GIGN qui a écrit un livre, Confession d'un obs, qui est hallucinant, et qui se lance dans sa carrière d'acteur maintenant. Il est déjà en train de tourner des séries pour Netflix, il est déjà en train de tourner au ciné et tout ça. Et le mec, il a un regard sur tout, sur la vie, sur le mental, sur absolument tout qui est fascinant. Enfin, de toute façon, dites-vous bien, un mec qui vient du GIGN, et en plus, il a fait les GIGN vraiment à l'époque où c'était le plus hard. C'est pas quelqu'un que vous croisez dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, ça va être 1 heure avec une personne extraordinaire, et c'était incroyable. Le rencontrer, c'était incroyable. Dans une qualité Full HD optimale. Bref, quand Philippe B parle, on se tait.
Et on écoute et ça arrive mercredi. Voilà, ça arrivera mercredi 18h. Bien. Cher Russ, maintenant nous allons pouvoir parler de Jon Jones contre Israël Adesanya parce que c'est un peu ce qui fait parler, ça faisait parler avant le combat et Israël Adesanya s'est donc imposé contre Robert Whittaker. Voilà, on va pas faire de miniature pour gâcher la surprise pour les gens qui ont peur de se faire spoiler. On va peut-être même le mettre en miniature sur la vidéo, qui sait. Mais ouais, parce que les gars, si vous voulez pas vous faire spoiler, venez pas sur YouTube, hein, c'est le pire endroit possible. Oui. Le lendemain d'un fight, Twitter, Facebook, YouTube, les gars, c'est niette. Hein. Et même ne regardez pas votre portable, surtout si vous êtes pote avec nous, parce que vous allez forcément recevoir des messages. Enfin, bref. Toujours est-il que c'est donc imposé contre Robert Whittaker par KO au deuxième round. Et là, il n'y a pas eu ce côté qui arrive assez régulièrement, des mecs qui ont un peu le vent dans le dos, qui commencent à call-out déjà des gars avant d'avoir battu un mec. Là, lui, c'était parfait parce qu'il y a le call-out de Jon Jones qui est l'un des plus grands de tous les temps, le GOAT pour beaucoup, dont moi, voilà. Et il a réussi il a assumé contre Robert Whittaker. En plus, il avait dit qu'il allait s'imposer tranquillement. Il l'a fait. Et maintenant, ce combat, ce qui est bien, c'est que ça a piqué Jon Jones, qui manque cruellement quand même de challenge. Mon cher Rust en light heavyweight. Dana White, le président de l'UFC, semble chaud. Tout le monde semble chaud. Tous les voyants sont au vert. Et il disait 2021, je pense, à mon avis, tu vas être d'accord avec moi, que ça va arriver un peu plus tôt, genre l'année prochaine. Ouais, il y a des chances. En fait, alors déjà, premièrement, vraiment, dites-vous bien que de toute façon, évidemment, c'est d'abord l'effaceur Paulo Borrachinha et oui. C'est pas un petit challenge, hein. C'est le mec, même stylistiquement, ça va être monstrueux et il va vraiment poser des problèmes à Israël. Un round et demi, moi, je pense. Tu vois, un round et demi, 2 rounds, ça va être chaud. Ouais, voilà, un round et demi. Oui, parce que voilà, faut se dire que dans la durée, en fait, et surtout si c'est en kickboxing contre Adesanya, si tu l'as pas stoppé avant un round et demi, il est tellement cérébral que généralement, il a chopé ton rythme, il a chopé ta manière de faire, il a chopé tes patterns et les enchaînements préférés, tes entrées, etc. Donc, il faut... L'avantage, c'est qu'il faut y aller, mais Borrachinha, c'est la définition de « il faut y aller » dans le dictionnaire. Donc, voilà. Dites-vous bien que Borrachinha versus Adesanya, de toute façon, on va faire la preview, on va se renseigner, on va analyser autant qu'on pourra, parce que de toute façon, ça va être une tuerie. Ça va être magnifique. Et surtout, je me permets de vous couper, mon cher Russ, je trouve très bien, c'est que Borrachinha, pour le coup, a très bien vendu le combat, de façon à ce que, certes, il y a Jon Jones qui va arriver dans quelques mois, mais là, comme tu l'as dit, on est obligé de passer par Borrachinha. Et ce combat qui, à la base, tu vois, sur le papier, t'as pas deux superstars, même si Adesanya est devenu grâce à sa victoire contre Robert Whittaker, mais à la base, c'était un combat, on n'était pas sûr, parce qu'on sait à chaque fois, quand t'es contender numéro 1, quand tu t'appelles Ferguson, Léon Edwards, enfin, un peu qui vous voulez, si vous n'êtes pas très bling-bling, l'UFC dit, OK, on va prendre une autre option, comme Jon Jones contre Adesanya. Et là, finalement, en étant présent, à chaque fois qu'il avait l'occasion d'avoir le micro, dire je vais le tuer, je vais machin, ceci, cela. Aujourd'hui, ce combat-là, ils ont réussi à le vendre avec le trash talk et sportivement comme médiatiquement, on va pouvoir l'avoir. Donc c'est très bien. Ouais, non, c'est vraiment très bien. Et c'est vrai que, comme tu le soulignais, et vraiment, ça aurait largement été possible si Borrachinha n'avait pas été autant actif dans les punchlines, mais les punchlines de Lucifer qu'il a réussi à envoyer à Adesanya et qui ont fait le buzz. Parce que sinon, sans ça, en fait, on est quand même dans une génération où, que ce soit les Conor McGregor, mais même on l'a vu avec Cerudo et tout, en fait, maintenant, défendre son titre, c'est plus tellement tendance. Donc, de toute façon, il y avait... Si vraiment ça ne faisait pas autant de buzz et autant d'argent, etc., et ben, ça aurait été fort possible que Jon Jones et Adesanya, en fait, si vraiment ils se chauffaient, combattent direct, en fait. Donc voilà, c'est parfait. D'autant plus que moi, j'ai très envie de le voir contre Borrachinha et contre Romero, si ça se fait, Adesanya. Et tu y crois, toi, d'ailleurs, à ce qu'Adesanya dit, ce que, grosso modo, tous les champions disent, dès qu'ils ont leur ceinture, c'est « je vais être un champion très actif, vous allez me voir énormément ». J'espère le voir, mais on voit que dans les faits, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ouais, mais la différence, c'est que je pense qu'ici... Alors, nos auditeurs vont peut-être me reprendre et me mettre une casserole sur la tête parce que je dis n'importe quoi, mais par exemple, là, ce qui me vient, c'est Cerudo. Cerudo, la raison pour laquelle, après avoir battu Demetrius Johnson, il accueille Dillashaw et en gros, il n'y a pas de contender et il est monté ensuite contre Moraes et tout, c'est que la KT, tout le monde s'en branle. Alors que là, la différence, c'est que middleweight,
les vrais gros challenges légitimes, ils sont dans ta KT en fait. C'est pas comme si tu avais Miocic et Cormier et que le reste de la KT est Ngannou et le reste de la KT est un peu en dessous. Là, tu as un couloir de la mort et si tu le passes pas, de toute façon, tu n'auras pas la crédibilité que tu voudrais. Donc je pense que tu n'as pas vraiment le choix pour Adesanya que de passer par Romero et par Borrachinha parce que c'est comme Ferguson, en fait. La raison pour laquelle, encore aujourd'hui, les gens veulent absolument Ferguson, c'est parce que c'est le challenger ultra légitime de la catégorie. Donc, de toute façon, les gens ne l'oublieront pas. Et tu seras obligé d'en passer par là. Et c'est une bonne chose pour Adesanya. Donc, Ouais, et moi, je pense aussi, par rapport à Adesanya, par rapport à son style, tu l'avais rappelé dans le podcast preview, je crois, quand il avait fait son espèce de tournoi en un jour, ensuite il avait fait de l'anglaise. Enfin, c'est un gars qui a besoin de combattre véritablement. Là, il a fait 7 combats à l'UFC, 7 ou 8 en un an et demi. C'est parce qu'il a besoin de combattre. C'est pas que l'UFC l'a spécialement rushé, mais si vous voulez, c'est le gars, je pense que dès qu'il a fini de combattre un mec, il appelle Dana White pour lui dire écoute, j'ai besoin de combattre. Il a toujours pas pris de vacances depuis qu'il est à l'UFC, mais ça lui pose pas de problème parce qu'il a ce rythme de kickboxer. Et comme tu le disais très justement aussi dans le podcast précédent, c'est un mec qui fonctionne énormément au timing et au ressenti. Donc forcément, il a aussi besoin de rythme. Et je pense que c'est un des mecs qui a qui a conscience de ça parce qu'il a eu déjà une grosse carrière en kickboxing derrière lui. Et donc il sait que pour être au top, il a besoin de tout ça. Donc, voilà. C'est ça en fait. Enfin, pour ceux qui font du sparring et qui se sont arrêtés à un moment donné pendant une période, en fait, il te faut vraiment un temps pour revenir, il te faut un temps pour rattraper tes automatismes, pour retrouver tes sensations et tout ça. Et c'est pour ça que je pense qu'Israël le sait, et c'est pour ça que... Alors, c'est pour ça qu'il prend des combats très souvent et qu'il en demande, mais il y a aussi le fait que, et c'est ça qui fait son succès, dans la période de 1 an et demi, je me souviens, je ne sais plus après qui c'était exactement, mais où en gros, il avait dit voilà, maintenant je veux prendre un peu des vacances, prendre 2-3 Derek mois. Brunson. Après Derek Brunson. Sauf que la différence, et c'est là où il a tout compris à la manière d'un McGregor, parce que c'est exactement, limite, il arrache une page du bouquin de McGregor pour se l'approprier, parce que c'est la même chose. C'est ok, j'ai besoin de me ressourcer, prendre des vacances, je suis un athlète professionnel, mais je suis quand même humain, machin. Mais il est conscient, et il a été conscient, et ça lui a souri, parce qu'il a pris le risque. Il était aussi conscient, Adesanya, que si tu veux être une étoile filante comme McGregor et monter au firmament en vraiment quelques mois et le plus vite possible, parce que les revenus suivent, parce que les sponsoring suivent, etc., eh ben, tu dis oui en fait. Tu dis oui quand l'UFC te propose ce combat-là en remplacement parce que ça peut buzzer, etc. Tu dis oui parce que c'est une opportunité que tu peux pas louper et si tu l'as réussi, ça te propulse. Et en fait, ça, il l'a compris et même si lui, il demande des combats parce qu'on l'a dit, timing, tout ça, il y a aussi le fait qu'il sait à quel point c'est important dans l'esprit des fans, parce que quand les fans voient, ouais, il voulait prendre des vacances, mais il a pris un combat parce qu'il sait que ça peut le faire décoller encore plus, etc. Ça, les fans ne l'oublient pas, ça rentre dans leur psyché, et après, voilà, maintenant, pour moi, Adesanya, de la même manière qu'un McGregor, bah, c'est un gars qui est capable vraiment de prendre n'importe qui, n'importe quand, et c'est ce qui ajoute un peu à son aura. Donc, je vois des articles en ce moment pas mal là qui disent que Adesanya est peut-être en train de devenir est sur le chemin pour devenir encore plus grand que McGregor. Je suis pas encore convaincu parce que McGregor c'était vraiment quelque chose de très 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 spécial. Il y avait beaucoup de trucs d'un seul coup, donc à voir. Mais en tout cas, ouais, voilà, il a combattu autant de fois en 1 an et demi. Je sais pas, on n'a pas encore de date ni quoi que ce soit pour Borrachinha, ni même on sait pas trop quand ça se fera. Non, pour le moment, on ne sait pas du tout quand ça se fera, mais vraisemblablement, ça devrait être. Je crois que c'était Ariel Helwani qui avait dit ça. Février, a priori 2020, ce qui ferait sens pour les deux. Et puis pareil, comme tu le dis, ça permet de ne pas faire retomber le momentum. On l'a vu exactement, là j'ai pensé à ça, l'UFC Tampa, on n'en parle pas parce que c'était une carte somme toute oubliable, voilà. Et il y a eu exactement... Vite fait de Kron Gracie, mais... Et c'est pour ça, en fait, je voulais revenir sur Kron Gracie et Mackenzie Dern, tu vois, ces deux athlètes qui avaient ce côté invaincu et nouvelle pépite de l'UFC. Ils ont fait leur premier combat. Mackenzie Dern a disparu parce que elle a eu son premier enfant. Et Kron Gracie, il a disparu parce que on va dire qu'il trouvait pas d'adversaire. Mais le problème, c'est que quand il se passe ça, les gens vous oublient, surtout après un premier combat. Il faut être actif dès que vous arrivez à l'UFC parce que vous en êtes conscient si vous êtes fan. Il y a une multitude de champions, une multitude de stars, une multitude de catégories. Et quand on voit Cyril Gane l'a bien compris, puisqu'il revient direct. Et voilà, et c'est exactement ce que je voulais dire. Cyril Gane,
lui, il combat en août, bim, il revient en octobre. Ensuite, ça va être un peu compliqué pour lui de combattre à la fin de l'année, mais qu'importe, il reste là, les gens vont le garder en mémoire, et comme ça, dès 2020, il pourra combattre dès janvier, et là, bim, t'arrives, derrière toi, il y a les fans, il y a les médias qui suivent. Quand tu arrives direct à l'UFC et que tu fais un combat, 2 combats par an max, les gens, à chaque fois, tu es obligé de refaire ton histoire quelque part chaque fois que tu vas combattre. Donc, tu n'as rien à milquer, entre guillemets, et tu peux pas obtenir de combat en particulier. Ouais, bah ouais, c'est exactement ça. Mais à part si, alors il y a toujours les exceptions qui confirment la règle. Si t'es Brock Lesnar, bon bah là tu peux faire 2 combats par an, mais parce que t'es un monstre avant même d'arriver. Mais ouais, sinon c'est vraiment la règle générale en fait. C'est quand t'arrives, tu dois créer une inertie. Et à partir du moment où t'as cette inertie et que t'as créé un levier un peu pour les négociations, ou en tout cas pour avoir un meilleur contrat, ou en tout cas déjà dans les yeux des fans, t'es un peu plus existant, bah voilà, là tu peux avancer. Mais donc, et voilà. peu importe qui t'es d'ailleurs, hein, mon cher Rost. Et c'est pour ça que tu as très bien fait de parler de Brock Lesnar, parce que lui, il est arrivé, c'était déjà une star. On peut le voir même avec un mec comme Masvidal, qui a 34 ans, devient une star parce qu'il a su battre le fer tant qu'il était chaud. Il a combattu, quand il a combattu Darren Till, personne n'y croyait vraiment. Il bat Darren Till par KO. Ensuite, bim, Ben Askren, les gens sont toujours là. Et ensuite, là, il a le combat contre Nate Diaz. Et le combat ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu ces 2 combats précédents et qu'il n'avait pas joué sur le hashtag super necessary, qu'il n'avait pas fait la tournée des médias et que tout le monde soit en mode ah ouais, ok, c'est le mec qui a fait le KO en 5 secondes. Et maintenant, je veux dire, quand on parle à quelqu'un qui suit vaguement l'UFC ou le MMA, ils font ah oui, c'est le mec qui a mis le KO avec le genou là. Voilà. Et honnêtement, c'est vraiment une belle. Alors, j'ai pas envie de dire leçon parce que ça fait un peu on prend de l'eau, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à noter pour tous les combattants qui arrivent ou qui vont aller à l'UFC. Parce que Masvidal, par exemple, c'est vrai qu'il aurait très bien pu, après son combat contre Darren Till, il y avait le beef avec Ben Askren, mais c'est vrai qu'objectivement, il pouvait prétendre, parce que Ben Askren avait perdu contre Lawler, je crois déjà. Il avait gagné. Il avait gagné, oui, ah oui, il avait gagné, c'est vrai, pardon. Enfin, voilà. Il avait gagné. Voilà, mais donc il aurait très bien pu, Masvidal, dire non, je suis là depuis 15 piges, il vient d'arriver, il a à peine battu Lawler, donc moi je veux quelqu'un d'autre, j'attends. Il aurait pu faire une Tyron Woodley, tu vois. Et vraiment, il aurait pu, mais le problème, c'est que ça aurait fait descendre ça aurait fait descendre le thermomètre et tout ça. Et il a choisi, ce qui était vraiment, vraiment intelligent, de dire ok, il est moins bien classé. Ok, j'ai peut-être un peu moins à y gagner parce que moi, ce que je voulais, c'était un top 2, top 3, voire le titre. Mais j'y vais quand même parce que ça fait du buzz, parce que ça fait parler. Et ça va créer quelque chose qui va me donner un levier ensuite. Et il a eu à 100% raison, en fait. Et c'est pour ça qu'il a créé cette espèce de boule de neige où maintenant il combat Nate Diaz. Il est main event, c'est un truc spécial avec la BMF Belt. C'est parce qu'il s'est créé un momentum. Et vraiment, voilà, c'est... Si jamais un jour vous allez à l'UFC et que vous avez des opportunités qui vous arrivent et que vous avez des trucs en short notice à la limite, etc., eh ben, prenez-les, parce que si vous avez confiance en vos capacités, ça met en confiance l'UFC. Bon, après, l'UFC a aussi une réputation de parfois utiliser des gens en short notice, et en fait, après, ils te le rendent jamais et ils vont te faire foutre de toute façon. Mais, par exemple, Weidman, avant de combattre pour le titre, je crois que ses 2 ou 3 premiers combats, c'était du short notice. C'est juste que le mec a dit, bah ouais, ok, pas de souci, moi j'accepte, donnez-moi tout ce que vous voulez, alignez-les, je les ferai tomber. Et bah, c'est ce qui a fait que, en fin de compte, le mec réussit à créer l'inertie qu'il faut pour arriver vers le titre. Donc, c'est une grosse parenthèse dans notre podcast Jones Adesanya, mais c'est vraiment intéressant à notifier cette manière d'approcher le fight game plus en tant que business et presque relation pro que sportif. Mais aujourd'hui, c'est indissociable de toute façon du sport. Et pour clore cette parenthèse, c'est vrai qu'aujourd'hui, Weidman est dans les petits papiers de l'UFC, et tu as très bien fait de souligner Tyron Woodley, parce qu'on l'a vu, lui, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est à chaque fois vouloir choisir ses adversaires, vouloir choisir le money fight, ce qui fait que quand vous perdez, même après avoir été champion pendant 2 ans, l'UFC se dit ah bah tant mieux, je me suis débarrassé de ce mec-là. Et moi, je pensais que Kamaru Usman allait justement servir de Tyron Woodley, c'était dans sa catégorie, pour ne pas reproduire la même erreur. Et en plus, Kamaru Usman, qu'on adore, qu'on a interviewé aussi, avait ce côté premier champion africain. Enfin, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et en plus, il avait un adversaire désigné avec Colby Covington. Enfin, le truc parfait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait
a raison, parce qu'il peut se dire je mérite beaucoup plus, mais il a fait traîner. Résultat, là, il va combattre à la fin d'année à l'UFC 245 après son combat en mars. Colby Covington a aussi dû combattre en dehors, mais ça fait beaucoup trop de mois où on a plus parlé des négociations avortées avec l'UFC que de leur bif, que de la rivalité et que tout simplement de Kamaru Usman, champion extraordinaire. Et ce qui fait que là, il y a le combat et on est presque déçu de se dire « Ah, c'est ça le main event de l'UFC 245 ». Ouais, c'est exactement ça, parce que le flanc est retombé, parce que voilà, le P a glissé sur la toile cirée, donc ça nous intéresse tant, quoi. Ouais. Tout à fait, tristesse. Bien, donc revenons à Jones Adesanya. Jones Adesanya, ce qui est intéressant, aujourd'hui on a presque l'impression que pour Adesanya, comme tu l'as dit, c'est une catégorie middleweight de toute façon extrêmement dense. Donc s'il bat Costa, ensuite il y aura Romero, ensuite il y aura peut-être Gastelum, enfin il y aura forcément un autre mec qui va arriver. Pour John Jones, on a l'impression qu'aujourd'hui, alors que Cormier lui a un petit peu glissé tranquillou, parce que Cormier donc reste en heavyweight, ce sera son dernier combat contre Miocic, et le combat qui faisait un peu fantasmer tout le monde, que même Cormier disait à chaque fois, ouais, l'UFC a qu'à ramener la thune, on va pouvoir discuter, il n'y aura jamais ce combat-là. Donc Jones, il se retrouve, et c'est un peu bien fait pour lui, j'ai envie de dire. Ça fait 2 ans qu'il nous dit, vous inquiétez pas, je vais monter en poids lourd, c'est inévitable, ceci, cela. Là, il se retrouve, il n'a plus personne en light heavyweight, il n'a plus personne en heavyweight d'intéressant pour lui. Donc intéressant, je dis ça bien évidemment financièrement, parce qu'il y a les Ngannou, les Miocic. Mais pour lui, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas très intéressant. Et finalement, là, sa seule solution pour exciter un peu les fans, c'est d'affronter un mec comme Adesanya, alors que c'est Adesanya qui fait tout le boulot, entre guillemets. Donc, il est vraiment dans une situation inconfortable parce qu'il est obligé de toucher un mec qui est petit, entre guillemets. Il est chiant, John, parce que franchement, alors on connaît tous ce gars-là qui veut absolument impressionner les petits, qui sait impressionner les petits parce qu'il a 18 piges et qu'en gros, il va, je sais pas, au jardin d'enfants, les gamins ont tous 8 piges. Il montre les abdos, il montre les machins, il fume une clope, il parle comme ça et tout, donc les gamins sont impressionnés. Sauf que ce sont des enfants et ça n'impressionne pas les vraies personnes et les adultes. Et bien là, c'est pareil en fait. À un moment donné, alors certes, ce sont des challengers méritants dans la catégorie, mais là, il commence quand même il prendrait une sale habitude de taper sur les plus petits que lui quand même. Il prendrait une sale habitude parce qu'il y a eu un bif avec Luke Rockhold à un moment donné, il y a un truc avec Weidman. Il semble prendre plaisir à taper sur les plus petits et franchement, ça manque de panache. Honnêtement, certes, si ça se fait, et heureusement parce que Adesanya a déjà été en poids lourd, parce que machin. Et je dis heureusement parce que si Adesanya avait fait toute sa carrière, même en kickboxing et tout, en middleweight, franchement, ça n'aurait pas eu de gueule. Heureusement, il a combattu dans des catégories plus lourdes, donc on se dit, ok, ça a un peu de sens. Mais Jones, franchement, et je suis d'accord avec toi, hein, alors moi, c'est pas mon GOAT, mais en tout cas, il fait partie des top 3 GOAT, ça c'est sûr. Mais franchement, qu'est-ce que ça manque un petit peu de... Ça manque de panache, ça manque de... J'ai pas envie de dire le mot, mais parce que c'est pas de ça qui manque, hein. Mais voilà, ils montent pas en poids lourd, il n'y a pas les challenges qu'il faut, et pareil, en fait, ça commence à entacher un tout petit peu sa crédibilité, en fait. Donc, voilà, ce serait intéressant, stylistiquement, ce serait intéressant contre Adesanya, mais à un moment donné, voilà, il est toujours pas monté en poids lourd, ça fait déjà plusieurs années qu'il en parle, voilà, il y en a marre, quoi. C'est cool contre Adesanya, mais il y en a marre. Non, mais là, de toute façon, il l'avait dit, c'est inévitable et il faut qu'il le fasse maintenant pour monter en lourd parce que je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Le combat contre Adesanya, c'est au mieux en juillet 2020. Au mieux. Ça se passe en juillet 2020 parce qu'il faut qu'Adesanya passe par Costa. Et le temps qu'il monte, enfin bref, au mieux en juillet. Si John Jones attend juillet 2020 pour affronter Adesanya, ça fera 1 an pour lui sans combattre. Donc t'es obligé de te dire, il faut qu'il y ait un combat entre-temps. Et en plus en restant face à un truc bizarre face à Thiago Santos. Exactement. Entre-temps, on a Miocic qui affronte Cormier, donc aussi pour le début d'année 2020. Donc ça ne va pas être contre le gagnant de Miocic ou Cormier. Donc ça veut dire que le gars, il est obligé de se taper là un light heavyweight. Et un light heavyweight, on sait tous que Thiago Santos s'est pété tout ce qui était possible de se péter dans la jambe. Donc ça va être compliqué de faire le rematch contre Santos, sauf si tu as un Santos diminué. Et là, honnêtement, il n'y a plus personne en light heavyweight pour affronter John Jones. Enfin, il va pas faire Blachowicz contre le vainqueur de Jacare Blachowicz. Bah, soit ça, soit comment s'appelle-t-il Johnny Walker contre Corey Anderson. Voilà. Mais encore une fois,
c'est la faute à la catégorie parce que parce que c'est une ville fantôme. Et un peu à John Jones, parce que tu peux pas, en fait, pour moi, tu peux pas être. Tu vois, s'il avait cette approche Dimitrius Johnson, où tu vois, tu call out personne et tu dis juste, je veux régner sur ma catégorie, amenez-les, je vais les déboîter. Enfin, pas comme ça, mais en haut, je reste dans ma catégorie, je les enchaîne. Tu fais ça, ok, mais quand t'es comme John Jones, c'est que tu passes tes journées, chaque fois que tu vas sur Twitter, c'est pour dire, soit je monte, soit je prends Cormier, soit je suis le GOAT, ou soit Adesanya, je vais te la mettre. Et que tu finis par. Non, mais c'est littéralement ce qu'il dit en plus. Et qu'ensuite, ça se termine par Jones Blachowicz ou Jones Anthony Smith 2. Où t'as ce côté un peu pétard mouillé. Ah bah non, bah c'est clair. Là, c'est mouillé, noyé, enterré. Il y a vraiment, il y a plus rien. Elle est molle pour John Jones. Hein. Vraiment, c'est chiant, mais à moins qu'il ne monte en heavyweight, même Adesanya, ce sera stylé, mais vraiment, je pense que ça ne fait plus, ça n'excite plus personne, quoi. Donc, ouais, là, il est sur 2 middleweight d'affilée, il va peut-être taper son 3e, il y a peut-être un 4e avec Weidman s'il gagne contre, un nom à consonance mexicaine. Hernandez. Non. Non. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Putain, comment il s'appelle? Ah, les gens doivent être en train de gueuler devant leur écran là. Attends. Donc il a gagné contre Ozdemir son dernier combat. Oui. Et il avait battu OSP. Oh putain, on est vraiment des nazes. Bon, en tout cas, les gens le savent, hein, probablement derrière leur écran. Donc voilà, si Weidman gagne contre lui. Contre Reyes. Dominique Reyes. C'est la consonance mexicaine, ça, non? Oui, non, mais Hernandez. Allez. Putain, c'est vrai que par contre, c'est rien. Mais bon, mais voilà, là, la KT est tellement vide qu'en gros, les middleweight montent et commencent à avoir des title shots plus que les véritables light heavyweight. C'est dire à quel point c'est triste. D'autant plus que si John Jones était monté, instinctivement, j'aurais tendance à dire que il fallait couronner un nouveau roi, ça aurait peut-être tiré vers le haut et la compétition aurait peut-être été différente. L'inertie aurait été peut-être différente dans la catégorie. Là, ouais, là, il se passe vraiment littéralement plus rien. Donc, mais j'avoue, la timeline, elle est bizarre. Hein, parce que là, je vois vraiment pas où il va, John Jones. Bah, c'est parfait pour Adesanya, mais pour John Jones, comme tu le dis, il y a... C'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout qu'il avait dit aussi, pareil, sur Twitter, il y a une grosse annonce qui va arriver. Ouais. La grosse annonce n'est pas là. Surtout on dirait ça me rappelle la fameuse grosse annonce du Rising pour Fedor Emelianenko qui avait fini par affronter Singh Jadip. Pardon. Autant pour moi. Mais si je dis qu'on est fatigué, les gens vont se dire mais ils sont toujours fatigués ces connards. Ouais, pardon. Dormez. Non mais oui, tout à fait. Pour John Jones, ça va être un peu compliqué. En tout cas, pour le coup, on pensait avec Russ qu'il allait revenir sûrement à l'UFC 245. Ce n'est pas le cas avec un gros combat. Là, ça va être très intéressant parce que pour 2020, il va vraisemblablement combattre. Mais contre qui? Parce qu'il est obligé, même pour lui, même pour sa marque, parce que c'est généralement pour tout combattant, il y a ce côté, il y a un gros combat, donc lui c'était Gustafsson, qui était l'année dernière, et ensuite on passe par 2 combats, on va dire les challengers obligatoires, ensuite vous enchaînez avec un gros fight. Donc c'est vrai que pour John Jones, là, c'est maintenant pour le gros fight. Donc Johnny Walker et Blachowicz seront un peu trop tendres, même Dominic Reyes ou Weidman, avant d'avoir cette étiquette de vrai contender, que les gens se disent on peut y croire au niveau de la revanche. Pareil, une revanche contre Thiago Santos, pour moi, il faut que Thiago Santos revienne, tu vois, aligne 2 mecs pour qu'il y ait un retour de hype et que les gens se disent ah ouais, effectivement, c'était pas un accident. Un peu comme Gustafsson, il a mis du temps, Gustafsson, à avoir ça, alors qu'il l'a mérité, sauf que le moment où il y a eu la revanche, tout le monde était intéressé, ça a été un véritable succès en pay-per-view parce qu'il y avait ce retour de Gustafsson et les gens se disaient ah ouais, il y a moyen qu'il le fasse. Voilà, donc pareil pour les autres gars, donc pour John Jones. Peut-être qu'il y aura une petite montée en heavyweight entre-temps. Enfin là, le mystère reste entier parce que personne, mais il y a vraiment personne qui se distingue pour pouvoir l'affronter. Ouais. Bah à moins, alors là par contre, mais c'est la définition de racler les fonds de tiroir, mais ou alors un mec qui viendrait du Bellator. Vadim Nemkov a gagné ce week-end contre Carvalho, c'est un tueur. Jiri Prochaska qui est au Rising, qui a lui aussi gagné ce week-end contre qui contre Maldonado. Mais ce serait triste hein, si l'UFC est obligé d'aller chercher des contenders d'une autre KT parce que la leur est en train de vraiment trop puer. Je les entends, hein, les bruits de vaisselle aussi. Ce serait
Ce serait trop bizarre. D'un autre côté, cela dit, honnêtement, moi, ça commence à un peu plus m'exciter. Franchement, un Vadim Nemkov ou un Prochaska, honnêtement, non, franchement, ça m'excite plus. Les mecs sont en train de tuer tout le monde en dehors de l'UFC. À un moment donné, s'ils viennent, je me dis, emmenez-les direct contre John Jones, ça aura de toute façon un peu plus d'excitation et de gueule que ce qu'on a en ce moment. Franchement. D'un autre côté, personnellement, si Johnny Walker explose Corey Anderson, ça va être compliqué pour lui. Et Corey Anderson, tu vois. Parce que Fabio Mambo Mabo, c'est mieux que Corey Anderson aujourd'hui. C'est vrai. Non, mais tu vois, mais ce que je veux dire, si il l'éclate à les 30 secondes, il nous refait une espèce de dinguerie niveau KO, là, t'as un petit quelque chose. Surtout que ça fait un moment qu'il en parle, Johnny Walker. Bon, ça peut être éventuellement intéressant, mais pareil, ce sera pas... Et puis en plus, mec, ça va être terrible parce que, en fait, non, il faut surtout pas qu'il explose le mec en 30 secondes parce que sinon, on va lui dire, ah ouais, mais tu t'es capable d'éclater des mecs en 30 secondes, mais face à John Jones qui va résister plus de 2 rounds, t'es mort, tu vois. Là, il faudrait que, à la limite. Bon, Johnny Walker, voilà ce que tu vas faire. Tu vas gagner par décision. Écoute-moi bien, mon bonhomme. Tu vas gagner par décision, mais tu vas jouer comme un chat jouerait avec la souris ou un lézard. Ils font, putain, les lézards, c'est déprimant ce qu'ils font avec les lézards. Voilà, tu fais l'équivalent du chat qui d'abord écrase la queue, puis le lézard se barre, un coup de griffe, puis 2. En fait, tu montres que tu es 3 classes au-dessus de Corey Anderson, que tu as un skill set qui est complet, tu l'emmènes au sol, tu luttes, tu le mets debout, tu le gangbang, en fait, tu le one-man gangbang, et à ce moment-là, je pense que tu peux accrocher les gens et les gens se diront ok, un mec qui est capable de faire tout ça et de jouer comme ça, là il y a quelque chose. Parce que j'en suis absolument certain, s'il éclate le mec par un coup de genou sauté, hop, en 30 secondes encore, on va dire ce qu'on a dit à Ozdemir, on va dire ce qu'on a dit à... Mais Ozdemir a eu son title shot, mon cher Rust. Oui, mais ce que je veux dire, c'est l'issue. Oui. Les gens ne doutaient pas de l'issue, tu vois. Et là, ce sera pareil. Et là, on était en train de quantifier l'excitation. Les gens auront la même excitation que ce qu'ils avaient, tu vois, vraiment avec Ozdemir Cormier, qu'ils avaient avec, je sais pas, il y en a eu plein, des gens qui ont réussi. Anthony Johnson dans une moindre mesure. Mais voilà, donc, ouais. Mais tu vois, on en est rendu à faire des théories parce que s'il bat pas le mec d'une certaine manière qui soit vraiment impressionnante, alors on pensera qu'il mérite pas le title shot. Quand on est rendu à faire des calculs de Saint-Cyr comme ça, c'est vraiment qu'il y a un problème dans cette KT. Donc on en revient, la boucle est bouclée. John Jones monte, quoi. Enfin, ça suffit là. Et s'il y a le combat contre Adesanya, parce que revenons à nos moutons, petite analyse vite fait, technico-tactique, parce que quand même, je pense que les mecs ont cliqué aussi là-dessus. Moi, je trouve déjà qu'Adesanya, c'est hyper courageux de sa part quand même de faire ça, surtout qu'il a l'air vraiment de vouloir ce combat. Mais ça me fait un petit peu peur quand même pour lui, parce que, ok, vous allez dire, oui, il a déjà affronté des lutteurs dans sa carrière, c'est vrai, mais il n'avait jamais affronté des lutteurs niveau élite. Et même jusqu'à maintenant, en middleweight, il y a eu des lutteurs, il y a eu les Bronson, il y a eu les Vettori, mais c'est à chaque fois des gars qui posent pas, c'est pas des one trick pony, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des lutteurs complets entre guillemets. Ouais, ils sont plus dimensionnels. Tout à fait. Et là, s'il affronte quelqu'un comme John Jones, ce sera un niveau élite, et en plus quelqu'un qui est également très bon debout, dans le sens où s'il affronte, si par exemple Adesanya affronte Romero, on sait de quelle manière il travaille, et on sait qu'il est très bon en lutte, et qu'ensuite il a réussi à s'adapter pour justement tenir plus longtemps au sol. John Jones, vous avez un gars qui est extrêmement bon debout, extrêmement bon au sol, et qui surtout vous force toujours à vous faire jouer le combat au rythme où il le souhaite lui. Et pour ça, moi, c'est ce qui me fait un peu peur avec Adesanya, et honnêtement, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait ce combat-là, mais après qu'Adesanya ait pu avoir un combat contre Romero, ou justement se frotter à l'élite de l'élite en lutte, et qu'on dise ah oui, ok, et même que John Jones se dise ah d'accord, pour ça là je vais pas réussir à pouvoir le prendre de ce côté. Ouais, je suis à 100% d'accord. En fait, on l'avait évoqué brièvement au dernier podcast, mais ce qui me fait vraiment très peur, c'est que on sait tous que John Jones est un ours, parce que comme on l'a dit la dernière fois, il a été capable non seulement de résister, mais en fait beaucoup mieux que ça, il a été capable au même niveau de menacer Cormier en lutte, de même le dominer en lutte. De le mettre au sol. Ouais. De le mettre au sol. Si tu peux mettre au sol Cormier, qui est en plus un petit Rabelais et un cube en fait,
d'accord, ce sont des styles différents, mais j'ai beaucoup de mal à croire, malgré le fait que, bien sûr, les déplacements d'Adesanya sont pas tous les mêmes que Cormier, les déplacements en striking d'Adesanya sont beaucoup plus intelligents et variés, divers, il a beaucoup plus de solutions d'échappatoire que Cormier. Il n'empêche que j'ai du mal à me dire que si Jones commence à mettre la pression, et en plus il peut cutter la cage, il sait le faire, il sait mettre la pression correctement et jouer de ses armes pour coincer la personne contre la cage, et à ce moment-là, soit c'est le clinch, soit c'est la mise au sol. J'ai vraiment, quelle que soit la manière dont je vois le combat, là, j'ai du mal à croire que Adesanya va réussir à taguer aussi facilement qu'il le souhaite John Jones. Ça veut dire que donc John Jones a le temps de mettre la pression et de petit à petit étouffer un petit peu Adesanya. J'ai du mal à croire que donc Adesanya va réussir à mettre KO John Jones suffisamment vite pour l'empêcher de le mettre au sol au moins une fois. Vraiment, ça m'étonnerait beaucoup parce que je pense que John Jones n'aura jamais le même game plan qu'un Whittaker, à savoir rester debout quoi qu'il arrive et ne montrer qu'une seule facette de son jeu. Donc, ça fait beaucoup, ça ferait beaucoup si John Jones est un middleweight, ça en fait encore plus vu que John Jones est un light heavyweight et clairement un poids lourd quand il est dans la cage. Même debout, je pense que les gens seraient étonnés de ce que peut apporter John Jones, que ce soit en gênant constamment Adesanya avec ses front kicks, ses tips, ses oblique kicks, même ses middle, après des combinaisons d'anglaises, etc. Il a une allonge de 10 cm à peu près, je crois, à peu près 10 cm, ouais, de plus que Adesanya. Il serait capable de jouer avec ça. Parce que comme disait Firas Zahabi, l'entraîneur de Georges Saint-Pierre, à ce niveau-là d'expertise en striking, un pouce de différence en allonge en striking, c'est 1 kilomètre. Enfin, pour quelqu'un qui sait le gérer, c'est monstrueux. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour Adesanya. La dimension physique, je pense, serait trop pour lui. J'ai du mal à croire en plus, même si en clinch, Adesanya qui a une expérience en taille, quoi qu'il a, alors d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai vu, il a plus une expérience en kickboxing et K1, règle K1, qu'en pure taille avec le clinch traditionnel et tout ça. Donc si en plus il doit taffer le clinch avec un John Jones, c'est quand même très compliqué. Et en plus de ça, je pense que John Jones, il sait le faire et il l'a montré, est capable, même au milieu de la cage, de faire des gros shoots, pas forcément des doubles, mais des gros shoots en single leg et de mettre au sol ensuite, voire même de pull guard, de tirer la garde à soi. Il a tellement d'armes dans tellement de domaines, John Jones, et avec une telle présence physique, que j'ai vraiment du mal à voir Adesanya s'en sortir. Et surtout que Jones sait très bien les gérer, en fait. Justement, c'est ce que je voulais dire sur ces takedowns qui déclenchent de très loin, c'est qu'il attend de vous avoir parfaitement mijoté pour que le moment où il va tenter ça, vous n'aurez plus la force finalement de tenter de défendre ce takedown, où vous allez tenter, mais vous allez finir au sol. Par exemple, le combat contre Gustafsson, le moment où il tente son premier takedown, c'est donc, hop là, c'est donc au 3e round, quand Gustafsson est déjà sur une jambe, qu'il a énormément pris, et au moment où où John Jones tente le takedown de très loin, et on sait que ça va se finir parce que on voit au moment où Gustafsson va au sol que ça y est, c'est game over. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'était game over. Et Jones, c'est une expérience aussi, des combats en 5 rounds, des title fights. Ça fait je sais plus combien, quasiment 10 ans qu'il est champion finalement et qu'il fait que des combats de 5 rounds. Donc ça va être très très compliqué pour Adesanya. Ouais, ce serait. Mais panache, mais superbe quand même. Non, c'est magnifique. Et en plus, Adesanya, il aurait aussi des armes pour lui. C'est vrai que, ok, déjà, au-delà du fait que si ça reste en pur striking, Adesanya a plus que toutes ses chances. Tout à fait. En kickboxing, si c'est un combat kickboxing, c'est Adesanya all day. Ah bah c'est clair. Voilà. Après, ça n'est pas du kickboxing all day. Après, il a aussi un truc qui, à la limite, pourrait aller pour lui, c'est le fait que John Jones, il est aussi très bon pour timer les takedowns en contre, parce qu'il sait tout faire de toute façon. Et l'avantage, c'est que tu vois, il n'y aurait pas d'espèce d'énormes coups de battoir comme on a vu, genre, tu sais, comment s'appelle-t-il, Ian Cutelaba versus Khalil Roundtree, tu vois, des énormes battoirs au bout d'un round où là, tu te fais genre timer directement, contrer en takedown. Adesanya est tellement précautionneux, tellement rapide, et il sait tellement gérer les moments où il faut striker, que de toute façon, je pense pas qu'il se ferait avoir par ce genre de takedown. Après, John Jones, l'avantage, c'est qu'il peut même faire, tu sais, des espèces de
les ankle picks, un peu si cher à Tony Ferguson, un peu genre Randy Couture versus James Toney, tu vois, il est capable de faire des trucs comme ça, John Jones. Donc en fait, j'étais parti pour faire des avantages pour Adesanya, mais on retombe sur John Jones. Ce sera compliqué, mon cher Rusty, il me reste 5% de batterie. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à dire ce que vous allez penser de ce combat, et surtout, si Adesanya a ses chances, si John Jones a ses chances, évidemment, si ça se fait, on sera sûrement sur place, et évidemment, on va couvrir ça en long, en large et en travers. Voilà, mon cher Rust, autre annonce, avant de se quitter, 26 octobre, Glory Lyon à Lyon, donc on y sera sur place, et on vous prépare en plus un super podcast débrief et live UFC Singapour pour soutenir Cyril Gordon Gaines. Voilà, je pense que c'est complet. Ouais, c'est complet. J'aurais bien voulu parler de Cron Gracie et tout ça. Mais on en parle au cours de la semaine. Au cours de la semaine, on va parler de ça. On va parler aussi de Usyk qui faisait ses débuts en heavyweight. Malheureusement, pas contre Tyrone Spong. S'il y avait d'autres, il y avait le Rising, le One FC aussi. Il y a eu énormément de choses et malheureusement, notre cher Sana s'est incliné par décision unanime contre Petrosyan. Mais bon, voilà, rien de honteux. Bref, on va y revenir là-dessus au cours de la semaine, certainement mardi en fonction de l'agenda extrêmement chargé de Rust. Voilà. Ouais. Allez, salut tout le monde. Soit.